sombre. Mais bonjour, hein, je ne sais pas pourquoi c'est sombre. Je voulais vous parler de Lula. Le monde est en train de changer. Vous voyez Poutine. Poutine est en train de changer le monde. Le monde qu'on nous a présenté comme unipolaire avec une seule puissance qui domine, l'hyperpuissance, la police globale mondiale, les États-Unis, c'est terminé. Hein? Vous les Africains qui aimez l'esclavage, la corde est coupée. Hein? Détachez-vous vous-même. Et Poutine est en train de rééquilibrer le monde là-bas avec la Chine, avec l'Inde et le Brésil. Et ce qui se passe au Brésil est incroyable. Lula revient pour un 3e mandat. Après avoir passé un séjour en prison, Lula revient plus fort. Mais qui est Lula? Lula, c'est un ouvrier sans diplôme. C'est un métallurgiste, mais syndicaliste. Parce qu'en Afrique, on veut maintenant nous faire croire que la politique, c'est une affaire de gros diplômés, des grosses têtes. J'ai rien contre. Au contraire. Mais je pense que nous devons redéfinir la politique. La politique, c'est pour vous, c'est pour le peuple. C'est pour ceux qui ne mangent pas, ceux qui ne se lavent pas, ceux qui ne boivent pas, ceux qui n'ont rien. La politique n'est plus une idée de fakir et de moine. Hein? La politique, c'est pour vous qui dormez à la maison et qui croyez que c'est nous qui devons faire votre travail. Lula est un ouvrier sans diplôme. Et il dirige le 5e, 6e pays le plus puissant du monde. Le monde a changé. Il n'y a que les Noirs qui croient encore à ces histoires d'esclavage, de dogmes, de prières, de satanisme, de croyances, qu'est-ce que je dis, au crétinisme. Je ne veux pas dire chrétiennisme, je dis crétinisme du monde. Les nations qui sont en train de lutter maintenant ne sont pas chrétiennes. Donc c'est un ordre qu'on veut casser. Parce que l'ordre chrétien a amené le capitalisme, l'esclavage. Si vous ne le savez pas, la néocolonisation, la colonisation. C'est ce monde-là que les gens sont en train de casser aujourd'hui. On n'en veut plus. Des gens qui viennent chez vous, pillent vos terres, prennent votre cacao, volent votre pétrole. C'est terminé ce monde-là. Nous vivons un monde aujourd'hui où tu plantes ton manioc, tu le transformes, tu fais ton pain. Tu nourris ta population. Tu vends toi-même ton bois. Tu exploites ton port, tes aéroports. C'est ça le monde aujourd'hui. C'est pour ça que Poutine lutte. Après, je ne suis pas d'accord ou ça ne m'intéresse pas ce qui se passe en Ukraine. Hein. Chers Africains, ces problèmes-là ne nous intéressent pas, mais nous interpellent. Alors, le Brésil est un pays très inégalitaire. Le Brésil, c'est un pays bâti par le sang des Noirs, mais les Noirs ne sont pas vus. Les Noirs sont exclus, à part le roi Pelé. Les Neymar sont des Noirs, mais qui se blanchissent la peau aussi, qui s'injectent, qui se maquillent comme les Congolais. Donc, les Noirs qui ont construit le Brésil, qui viennent directement d'Afrique, sont écartés de la sphère politique et élitiste. Et la bataille qui se passe au Brésil, c'est la bataille entre deux camps, les conservateurs, dont les aristocrates, les descendants des colons, comme les Bolsonaro, voilà,
racistes, méchants, aigris. Ils veulent conserver le pouvoir au Brésil. Et le peuple, à chaque fois, a dit non. Il faut saluer le peuple du Brésil. Regardez les favelas. Le Brésil est une puissance militaire, une puissance économique, une puissance géographique en Amérique latine. Le Brésil, c'est la forêt d'Amazonie. Le Brésil, c'est la technologie. Les voitures brésiliennes sont... Vous savez, quand j'étais en Guinée équatoriale, quand j'ai eu le temps de travailler avec le président Obiang, tous les grands chantiers en Guinée équatoriale, les routes, les ponts, le BTP, c'était fait par les Brésiliens. Ils sont les maîtres de tout ce qu'on pleure là au Cameroun, les routes et tout. Si vous appelez les Brésiliens, si vous vous appelez les Brésiliens, ils vous font... Vous appelez les Brésiliens, ils vous développent un pays. N'est-ce pas? Et je ne sais pas pourquoi l'Afrique ne veut pas travailler avec le Brésil. Mais Lula qui arrive au pouvoir vient avec tellement d'espoir, tellement d'énergie que nous devons saluer ça. C'est une révolution. Je vous ferai un direct quand je serai à Yaoundé, en direct du Hilton. Je suis déjà au Hilton ici à Paris, mais je serai à Yaoundé, je vous ferai un direct, évidemment, pour vous expliquer tout ça. Et pourquoi le monde est en train de basculer vers quelque chose de plus authentique. Les gens qui défendent le peuple, les gens qui défendent leur pays. Voilà. Donc, Lula nous interpelle. Joël Binaté, ton frère t'appelle, ton frère veut être en contact avec toi, écris mon inbox. Tu es mon frère et tu m'adores. Alors, donc, les Africains, cessez d'être complexés. Ce peuple-là, vous qui dormez là, vous supportez tout et n'importe quoi, sachez que le monde a changé. Le Brésil, c'est l'esclavage pendant 400 ans. Aujourd'hui, quand un type comme Lula, qui vient du peuple, sans diplôme, sans qualification, sans éducation, à part d'être ouvrier dans les usines pendant 40 ans, aujourd'hui nous amène la lumière. Et pour dire aux jeunes Africains, n'ayez pas de complexe. Ce n'est pas parce que nous, on a étudié à Paris ou à Londres qu'on est plus brillant que vous. Ne soyez pas complexés par ces nègres, eux-mêmes complexés par le petit colon. Nous demandons la liberté de l'Afrique. Et cette liberté va passer par la dignité et par l'ouverture d'esprit. Parce que si vous n'ouvrez pas votre esprit, vous ne pouvez pas comprendre. Lula est parti. Lula a été chassé du pouvoir. Lula a été arrêté. Il a été jeté en prison injustement pour corruption. Il a été blanchi. Et Lula revient. Parce que le peuple brésilien fait confiance à quelqu'un du peuple. Moi, je suis du peuple. Et chaque jour, je vois des gens qui ne sont pas du peuple parler en votre nom. Vous exploitez. En Afrique, vous donnez le pouvoir aux gens qui ne vous connaissent même pas. Parce qu'ils sont aristocrates de complexe. Parce qu'ils ont lu deux petits livres de droit ou de je ne sais pas de quoi. On n'est pas grand politicien parce qu'on était à l'école. On est grand politicien parce qu'on est un homme du peuple. On est un homme du terrain. Et ça, quand les Camerounais et les Africains vont comprendre ça, ils vont comprendre ce qu'on appelle la révolution. Vous pouvez prendre n'importe qui dans un pays, il peut diriger un pays. Les conseillers sont là, les intelligences sont là, c'est versé. Mais est-ce que l'homme qui est là aime le pays? La question en Afrique, c'est celui qui arrive au pouvoir, est-ce qu'il travaille pour nous ou pour enrichir les autres? Et Lula est un champion. Marie-Paul Paul, Ngonmaka, j'arrive. Tu m'as promis un mbol. Le mbol. Vous savez, à l'est, là-bas, c'est la région la plus riche du Cameroun. C'est eux qui ont d'ailleurs le pouvoir. Mais il s'est passé un truc terrible. Nangaye Boko, qui était dans l'est,
a été basculé dans le centre. Parce que les pygmées de Nanga et Boko disent qu'ils ne sont plus les pygmées. Donc ils veulent quitter l'Est. Vous êtes les Makas, les Nangassons, les Nangankoma, les descendants aussi des Bassa. Oui, alors, Lula est le Nelson Mandela brésilien. Mais c'est clair. Vous savez, on a voulu broyer Lula en l'envoyant en prison pour l'écarter du chemin politique. Et il est revenu, il a été blanchi. Le peuple a dit, c'est toi notre élu. C'est toi. Et Lula a fait en 10 ans de pouvoir, en 2 mandats au Brésil, ce qu'aucun président n'a fait en 50 ans. Donc, et il revient pour un 3e mandat. Je pense qu'il va travailler pour son pays. Bon, j'ai pas trop de temps. Je dois courir. Enfin, j'étais déjà fait mon sport. Je bois mon petit café. Et puis, direction aéroport. Salut, ceux qui veulent les livres, vous me contactez. Ceux qui veulent me rencontrer au Cameroun, je serai là. Vous savez où je suis et je vous présenterai nos locaux bientôt de BKZ et de Kézanne. On va lancer la télévision dans quelques jours. Je suis heureux de vous l'annoncer ici. Je vous aime. Prenez soin de vous. Mangez moins. Ne chargez pas l'estomac. Et qui est Abodja, les noirs et la nourriture. Ne mangez pas beaucoup. Ne buvez pas beaucoup. Cette jeunesse africaine qui dort dans les bars. J'ai peur de la jeunesse africaine. Lady Templar. La Côte d'Ivoire, c'est pour quand? Mais tu sais que c'est mon pays. Je viens en décembre en Côte d'Ivoire. Le mois prochain, je suis là. C'est le plus beau pays d'Afrique. La Côte d'Ivoire, c'est le monde en miniature. On dit souvent que le Cameroun, c'est le monde en miniature, mais c'est la Côte d'Ivoire qui est le monde. La Côte d'Ivoire nous donne un exemple de panafricanisme politico-économique. Tout le monde est bien en Côte d'Ivoire. Mais ne gâtez pas le pays. Vous voilà. Je sens déjà une tension. C'est ça qui me fait peur en Afrique. Quand un pays veut être stabilisé, la guerre recommence. Vous allez encore faire la guerre bientôt si vous ne faites pas attention. Quand je vois déjà le retour des 3 faucons, quand tu vois Gbagbo revenir, candidat, ça je vais vous faire un direct là-dessus. Je réfléchis bien sur l'angle. Tu vois Bédier, 91 ans, le gars est assis sur le même fauteuil. Ça fait 70 ans qu'il est là, au pouvoir. Enfin, dans les... Tu vois Ouattara qui est là, Ado. Est-ce qu'Ado va vouloir laisser? Si Ado part et que Gbagbo revienne et la guerre comment ou qui n'apporte pas le développement, et la venue de Gbagbo peut créer un problème. Ça veut dire que Ouattara, même s'il pense à la retraite, va commencer à dire je ne peux plus laisser. Personne ne peut laisser Gbagbo arriver au pouvoir. Les panafricanistes vont dire que oui, c'est un panafricaniste. Ouais, oui, le panafricanisme, alors qu'il est plus français que tout le monde, là, tous les candidats. Il est plus français que Ouattara. Il est une femme française, il a vécu en France depuis longtemps, il a travaillé en France, c'est un Français. Mais il dit aux Africains qu'il est anti-français et panafricaniste. Bon. Et si Gbagbo revient, Gbagbo a le visage de la guerre. Écoutez tous ces discours. C'est un expert en intrigue tribale. L'ivoirité, c'est scientifiquement travaillé par lui, même s'il n'en est pas l'inventeur. L'inventeur même est caché, c'est le papa là. Comment tu l'appelles? Dédié. Donc l'Afrique est compliquée à gérer. La Côte d'Ivoire me fait peur. Les élections présidentielles là, il faut que les papas là partent en retraite. Vraiment, les 3 ont déjà été présidents. Il faut laisser une petite génération arriver là, continuer le travail d'ado. Il faut que les Africains imaginent que la vie, c'est aussi une continuité. Parce que Gbagbo au pouvoir, Gbagbo candidat, c'est dur. Hein? Ouattara ne va pas laisser, donc il sera candidat. Et Bédier va aussi dire jamais je ne laisse pas.
c'est trop délicat. C'est très compliqué. Pourtant, Gbagbo est aimable. En tant que papa, Gbagbo est sympathique dans la vie comme ça, mais politiquement, il est très violent. Et en Afrique, on a peur des gens violents. Il faut que l'Afrique évite les chemins de la guerre. Moi, je pense que Gbagbo, Ouattara et Bédié doivent se reposer. Ouattara voulait déjà prendre sa retraite. Il s'est passé ce qui s'est passé. Parce qu'un pays est compliqué à gérer aussi en Afrique. Serge Mbey, Ndila Alora, Ngobem Meme Lombay Alora, Bine Menir. Oh, vraiment. Quand j'arrive chez moi à aider aujourd'hui, on ne me donne que le soya, des wadjo. Tout ce qui a aidé, c'est le soya. Il n'y a plus de mbongo, ni alors. Bon, donc, il faut qu'on réfléchisse à ça. Comment on fait la transmission du pouvoir, du savoir, de l'économie. Ado a fait un travail magnifique. Les Africains ne peuvent pas comprendre que le panafricanisme est économique. Tous les étrangers sont heureux en Côte d'Ivoire. Il y a des pays où les étrangers n'ont pas la place, comme le Gabon, comme le Congo. Les Congolais sont xénophobes. Mais c'est eux qui voyagent partout en Afrique, mais eux-mêmes à l'intérieur sont très fermés. Xénophobes, c'est-à-dire fermés, hein, hermétiques dans la pensée. Ils ne jouent que leur musique, ils ne voient que le monde comme ils veulent. Mais des pays comme la Côte d'Ivoire, c'est un pays d'Oufouette qui avait une vision plus large, plus économique du panafricanisme. On fait encore quoi? Bon, non, on va se parler plus tard. Oh, Séoul. Ok. Il y a les sectes ici dans ce monde. Vous voyez les choses des Asiatiques là. Vous enviez les Asiatiques souvent. 150 morts en Corée pour une bousculade d'Halloween. Alors Halloween, ouais, c'est pas possible. Ces gens-là décident de se manger souvent dans leurs incantations. Si même un grand pays comme la Corée du Sud ne peut pas gérer la foule, et il y a 150 morts, imaginez si ça arrivait à Douala. Dieu nous aime. JF, fais-moi signe mon petit. Mais Kembaï, tu devais même me mettre 1 kilo de maroilles, là, hein? Vous les Suisses là. Et je vais m'arrêter au centre. Bravo pour le travail que tu fais. Je vais aller visiter un peu les enfants à IDEA pour ton école de foot. Et voilà. Mais écoutez, je vous aime. Hein? J'ai juste donné quelques thèmes. On va mieux développer. Je ferai un direct là-dessus. Même si je suis un peu déçu par mes amis d'Abidjan, j'ai tellement défendu la paix en Côte d'Ivoire, à dos solutions. Et tout le monde m'a fait des promesses jusqu'à la présidence et tout le monde a fui. Ivoirien ne sait pas tenir parole comment. Et parole, pardon. Hein? Alors, comment les Équato-Guinéens, comme les Équato-Guinéens d'autres xénophobes? Oui, mais vous savez, j'ai travaillé avec le président Obiang. J'apprécie tout ce qu'il fait, les constructions, les routes, les tout. Mais il faut aussi développer la tête là-bas. Ils ont peur d'être envahis. Ils sont 500 000, les Équato-Guinéens. Et ça nous fait... Et ils sont violents quand ils chassent les Africains, comme des animaux. Ça, voilà pourquoi, vous allez comprendre. C'est moi qui ai amené les gens, beaucoup d'hommes d'affaires en Côte d'Ivoire, qui sont aujourd'hui au Cameroun. Voilà. On avait créé... j'étais à la base de la création même de l'Afrique Média. Il faut dire la vérité. Et les gars ont été...
Vous savez, j'ai subi tellement de jalousie, on ne va pas revenir là-dessus. Mais le simple fait que le président me tienne par le bras, mange avec moi, boive avec moi, son excellence Obiang, ça a énervé tous les Camerounais qui étaient là. Le président Obiang nous a donné $1 million pour développer la presse, pour développer... Les gars ont volé, ils ont volé cet argent. Mais le président Obiang voulait que je reste en Guinée. Mais je n'ai jamais aimé un pays où on n'est pas libre, où on peut chasser mes frères à tout moment. J'ai refusé de gagner beaucoup d'argent parce que je ne voulais pas être témoin de ces scènes. Mais peut-être qu'ils ont leur raison. Les Camerounais, restez chez vous. Allez, à tout à l'heure. Bisous.